On réalise une étude statistique sur un échantillon de 18 femmes. On cherche à déterminer s'il existe un lien entre l'âge et la prévalence du diabète. Quel est le test utilisé? Le test de T de Student, un test Ki2, un test Z de l'écart réduit ou alors le test de corrélation linéaire. Oh, vous n'êtes pas d'accord. Ah, eh ben ouais. Alors du coup, ouais, c'était un test de corrélation linéaire. Ouais, c'est marrant que vous ayez confondu avec un Ki2 parce qu'en plus, Ki2, on est bien, c'est des valeurs qualitatives. Alors, du coup, là, c'était bien une corrélation linéaire. Donc, c'était bien un test de corrélation linéaire parce qu'on avait bien ici deux variables quantitatives. On avait l'âge et puis la prévalence du diabète. Et en plus, du coup, on vous demandait une liaison entre ces deux variables et on était bien sur un échantillon de sujet. Et dans votre arbre, il y a bien la partie deux variables quantitatives. Les conditions sont vérifiées, on a un échantillon, c'est une liaison entre deux variables, du coup on fait bien le coefficient de corrélation linéaire. Alors pour les tests que vous avez avec les conditions non vérifiées, normalement le professeur Moni vous ne le détaille vraiment pas beaucoup, du coup quand vous voyez deux variables quantitatives, c'est presque toujours vérifié et vous allez toujours vers un coefficient de corrélation linéaire. Du coup là je vais un peu détailler c'est quoi le test de coefficient de corrélation linéaire. Du coup, je le rappelle bien, deux variables quantitatives, et on demande souvent dans la question une liaison entre les variables. Quel est le lien entre ça et ça? Est-ce que X est dépendant d'Y? Enfin, c'est toujours des choses comme ça, c'est une histoire de liaison. Et c'est toujours sur un échantillon de sujet. Après ça, bon, pour tous les tests qui sont paramétriques, c'est selon une loi normale. Du coup, comme c'est dans le titre, il y a bien une linéarité de la relation. Et enfin, alors l'homéoscédasticité, c'est un peu une notion compliquée à comprendre au début. Donc en fait, vous avez bien les deux schémas sur votre droite qui montrent la différence entre l'homéo et l'hétéro. Et en fait, l'homéo, ça va être, donc je lis, on a une même variable de x, variabilité de x2 pour n'importe quel x1. La variable de x2 est constante pour toutes les valeurs de x1. Alors en fait, vous voyez bien dans le premier que vos x2 qui varient en fonction de x1, ils varient de façon aléatoire. Bon, c'est bien toujours une ligne, mais ça varie de façon aléatoire, c'est du hasard. Alors que dans le deuxième, vous voyez bien que x2, il s'agrandit. Soit il s'agrandit, soit il baisse. En fait, il y a pas du hasard. On voit bien que dans le deuxième graphique, il y a une relation, en fait. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais il n'y a pas un hasard entre deux points. On voit bien que les x2 s'agrandissent. Donc, du coup, c'est ça l'homéostaticité. Bon, normalement, il ne vous pose pas de questions sur ça au partiel. Il peut peut-être juste vous poser quelles sont les conditions du test et vous mettez bien ça. Et comme je l'ai dit, quand les conditions d'application elles sont non respectées, il y a deux méthodes. Soit on transforme les données en log, ou alors on utilise un test de corrélation non paramétrique, mais ça, de toute façon, vous ne l'avez pas vu en cours. Donc, vous ne faites pas de souci pour ça. S'il y a deux variables quantitatives, vous allez directement sur le test de corrélation linéaire. Après, du coup, quand on pose les hypothèses. Alors, pour ce test, les hypothèses, du coup, c'est un peu particulier. C'est quand, du coup, on pose avec ρ. Donc, on va voir, c'est la formule pour calculer la valeur calculée. Et donc, du coup, nos hypothèses, c'est... Alors, H0, c'est toujours l'hypothèse qu'on cherche à refuter. Et donc là, ce qu'on cherche à prouver, c'est qu'il y a un lien entre l'âge et le diabète. Donc, ce qu'on cherche à réfuter, donc c'est ce qu'on cherche à trouver. Donc, c'est H1. Donc, du coup, ça va être ρ différent de 0, lien significatif. Et si ρ est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont indépendants. Ça veut dire que l'âge et la prévalence du diabète n'ont pas de lien. Donc, nous, ce qu'on cherche à prouver, c'est H1. Pour la valeur seuil, alors vous utilisez votre table de corrélation linéaire. Pour la calculer, donc vous prenez votre risque alpha qui sera donné à votre énoncé. Alors là, j'ai posé un risque alpha à 5%. Attention, c'est souvent 5%, mais ça peut très bien être 10% ou 2%. Donc, vous ne faites pas à l'habitude. Donc, alpha à 5%, c'est bien 0,5. Et après, pour le V, on fait N-2 DDL. Donc, du coup, N, nous, on avait un effectif de 18 femmes. Donc, 18 moins 2, ça fait 2. Et là, vous lisez tranquillement dans votre table 0,4683. Après, là, il y a une petite particularité que M. Moni vous explique. C'est que, imaginons, notre table de corrélation linéaire, elle n'est pas assez précise. Que ce soit, par exemple, le DDL qui n'est pas assez grand ou alors l'alpha. Vous pouvez utiliser la table de T de Student. Pour ça, il faudra juste transformer votre valeur calculée
Donc, c'est le petit R qu'on a là avec la formule que vous avez là. Donc, quand vous calculez R, qu'on va calculer après, vous le retransformez donc, dans ça et vous lisez votre valeur seuil dans la table de visée du student. Mais vous faites ça vraiment que si votre table n'est pas assez précise. Après, du coup, on passe à la valeur calculée. Alors, le test de corrélation linéaire, il peut paraître un peu, on va dire, chiant parce qu'il y a vraiment plein de petites étapes de calcul. Et Monsieur Moni, il peut vous donner ces étapes de calcul comme ne pas vous les donner. Donc, il faut savoir les faire. Vous voyez bien la formule pour calculer la valeur calculée, c'est R. Et vous avez du coup la somme des x fois y, la somme des x, la somme des y, la somme des x au carré, et voilà, et, la somme des y au carré. Donc pour calculer, donc la somme des x c'est plutôt simple, c'est x plus x plus x. La somme des y c'est facile. La somme des x au carré, attention, vous calculez bien pour chaque valeur de votre tableau x au carré, et après vous faites la somme de ces x au carré. Pareil pour y au carré. Et pour la somme des x fois y, vous faites x fois y égale, et après vous faites la somme. Pour que ce soit 10 fois plus simple, vous avez votre tableau, à côté vous faites une ligne de x, une ligne d'y, une ligne de x au carré, une ligne d'y au carré et une ligne de x fois y, et vous mettez tous les totaux en bas. Alors soit vous faites à la main, vous avez aussi la possibilité de faire avec vos calculatrices. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble que les calculatrices, elles donnent la somme des x, c'est la somme des x au carré. Donc voilà, si vous regardez les fonctionnalités de vos calculatrices, ça vous fera gagner 10 fois plus de temps. Donc voilà, une fois que vous avez calculé toutes vos sommes, et ben vous remplissez dans votre formule. Vous faites bien attention pour ce qu'il y a en dessous dans la racine. C'est bien la somme des x au carré. C'est pas comme le terme d'avant. Faites gaffe, vous mettez bien les parenthèses ou ça sur votre fiche, vous mettez en rouge pour pas vous gourer. On calcule tout ça et là on trouve notre R et pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, notre R, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Et après, du coup, maintenant qu'on a notre valeur calculée et notre valeur seuil, on va passer à l'interprétation du test. Et donc là, comme d'habitude, la valeur calculée, elle est supérieure à la valeur seuil. Donc du coup, on rejette H0 et on admet H1 parce qu'il y a toujours un risque alpha à 5%. Du coup, on ne l'accepte pas à 100%, donc on l'admet H1. Ça prouve bien qu'il y a une liaison significative entre l'âge et la prévalence du diabète. J'avais fait aussi une petite question que vous verrez sur le sujet sur le degré de signification. Donc, je rappelle vite fait, le degré de signification, vous vous placez sur la ligne dans la table de corrélation linéaire. Et nous, notre valeur calculée, c'était 0,939. Vous vous placez sur la ligne et vous voyez bien que là, 0,939, il est en dehors de vos données. Donc, du coup, le degré de signification est forcément plus petit que 2%. Du coup, on va passer au test 2. Pareil, je vais vous lire l'énoncé. Vous aurez le choix entre plusieurs propositions. Le but ici, c'est vraiment de repérer les éléments importants, quoi. Du coup, on vous dit que la distillerie Armanguier est connue à l'international pour son élixir divin, le Pontarlier à lui. La seule recommandation qu'ils en donnent pour sa consommation est que chaque dose doit contenir 40 ml. Un service contrôle qualité fait le tour des bars pour vérifier que cette consigne est respectée. À Los Angeles, 50 clients dans un bar commandent un pont et le rapport de service indique que la moyenne des doses est de 39,3 ml avec un écart type de 0,6 ml. On considère que cette variable suit une loi normale centrée réduite et on prend un risque de 5%. Ici, on cherche à savoir si la dose servie à Los Angeles est significativement inférieure à la dose recommandée. Vous avez le choix entre test de Fisher, du T de Student, Z de l'écart réduit, test du Qui 2 et le test du professeur Moni. C'est une blague, là. Ne répondez pas ça, de toute façon, elle n'est pas disponible sur votre plateforme. Déjà, qu'est-ce que vous avez beaucoup mis? C'est bien. Bravo. La deuxième réponse, c'est normal si vous vous êtes trompé. Les tests sont proches. Ok, du coup, c'était bien un test Z de l'écart réduit. Pourquoi? On avait deux variables quantitatives et c'était surtout la comparaison d'une moyenne théorique, donc la dose des 40 ml qu'on vous disait, à une moyenne observée dans le bar qui était de 39,3, je crois. Et au-delà de ça, on avait un N qui était supérieur à 30, ce qui nous permettait de faire la distinction entre test Z de l'écart réduit et test T de student. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Du coup, pour poser les hypothèses, donc H0, toujours l'hypothèse qu'on cherche à refuter. Ici, on voulait prouver que les doses étaient significativement inférieures à la dose recommandée. Donc, l'hypothèse qu'on cherche à refuter, c'est qu'elle soit supérieure ou égale. Du coup, que M soit supérieur à mu0, enfin la moyenne observée soit supérieure, la moyenne observée soit supérieure à la moyenne théorique. Et l'hypothèse
qu'on cherche à prouver, c'est bien que la moyenne soit significativement inférieure, donc strictement inférieure. La valeur seuil, on vous la demande souvent. Ici, c'est à 1,96. C'est un grand classique, en tout cas pour le test Z de l'écart réduit. Je n'ai pas envie de m'aventurer sur les autres tests pour ce qui est des valeurs. Mais un 5, quand on vous dit qu'on prend un risque de 5%, le 1,96, c'est vraiment un grand classique. Parfois, c'est une perte de temps même d'aller le chercher dans les tables. C'est pour ça que je vous l'ai mis à savoir par cœur. Pour la valeur calculée, alors toujours, comme je vous disais tout le temps en séance, vous commencez par poser, et c'est valable aussi pour l'UE3, vous posez toutes les données que vous avez. Ici, on vous dit que N, c'est 50. Pourquoi? Il y avait 50 clients. Mu0, 40 pour les 40 ml. La moyenne M observée, 39,3. Et l'écart type, 0,6. Je mets S parce que c'est une estimation de l'écart type, vous savez, sigma, le signe grec. Ce qu'on applique quand on va au bout du tableau, ZC, donc Z calculé, c'est la moyenne moins la moyenne théorique sur l'écart type divisé par la racine de n. Donc on remplace tout par les valeurs et on trouve moins 8,25. Du coup, on a ZT et on a ZC. Il faut qu'on compare, attention, les valeurs absolues. C'est hyper important parce que sinon, ça va complètement vous perdre. Ici, en valeur absolue, on voit bien que 8,25, c'est supérieur à 1,96, ce qui nous permet de rejeter à 0 et d'admettre H1. Donc, le test permet de rejeter l'hypothèse que les doses sont supérieures ou égales, c'était H0, et le test permet d'admettre que les doses sont significativement inférieures. Je passe au meilleur test à Camon. Donc, je vais vous lire l'énoncé. C'est 8 Américains qui participent à l'émission de télé-réalité Extreme Makeover Weight Loss Edition, avec l'accent bien sûr, sinon ça marche pas. Et en gros, le but de cette émission, c'est de faire perdre du poids et de transformer physiquement les participants. Afin de faire une étude statistique de la plus grande importance, on compare le nombre de conquêtes des 8 candidats l'année avant leur transformation et l'année d'après. Et attention, on considère que la variable nombre de conquêtes ne suit pas une loi normale. Donc là, je vous pose la question, dans cette situation, quel test utiliser? Soit un test U de Madden-Whitney, soit un test du signe, soit un test de grossesse, soit un test de l'écart réduit sur la différence. Donc, je vous laisse réfléchir. Et ce n'était pas un test U de Madden-Whitney, c'était un test du signe ou test T de Wilcoxon. C'était un peu piégeux, je suis désolée, parce que c'est... Mais le truc, c'est que c'est vraiment la même chose, donc il faut savoir les deux noms pour le test, quoi. Mais je vais vous expliquer tout ça si vous n'avez pas compris. Donc, c'était bel et bien un test du signe. C'est un test T. Donc ça, vous avez bien compris que ce n'était pas un test paramétrique, déjà, ce qui est cool. Donc c'est un test qui ne suit pas une loi normale. Donc j'avais un peu insisté dessus, mais voilà. Et on a 2 échantillons appariés. C'est ça qui fait que ce n'est pas un test U de Madden-Whitney. Apparié, c'est-à-dire que c'est le même groupe de personnes. C'est les mêmes 8 Américains qu'on évalue leur nombre de conquêtes avant et après la transformation. Donc on garde le même échantillon, en fait. Donc c'est vraiment un échantillon apparié. Sachez que test T de Wilcoxon s'appelle aussi test du signe, parce qu'on compare les positifs, les négatifs, tout ça, et c'est pour ça que ça s'appelle un test du signe. Donc, il y a une variable qualitative, c'est avant et après transformation au niveau du temps, et une variable quantitative, c'est le nombre de conquêtes. Ok ? Donc ça, c'est dans ces cas-là qu'on applique le test T de Wilcoxon. Ça ne suit pas une loi normale. On a 2 échantillons appariés avec une variable qualitative et une variable quantitative. Ça, c'était les données, parce que je ne vous avais pas donné les données dans l'énoncé, mais ça, c'est les données qu'on applique. Donc, vous voyez que le participant 1, avant la transformation, il avait 15 conquêtes. Après, il en a eu 25 par an, bien sûr. C'était les données qu'on va utiliser pour la suite de l'exercice. Quand vous ferez le dé chez vous tranquillement, ça sera donné avec l'énoncé. Sinon, vous ne pouvez pas faire le test. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est calculer les différences. C'est-à-dire, là, vous voyez, entre avant et après, combien il y en a de différence entre les deux. On voit qu'il y a moins 10. En gros, on fait la première colonne sur la deuxième colonne. On s'en fiche de quelle ordre on le fait, mais souvent, on fait première colonne sur deuxième colonne. Donc, ça fait bien moins 10. Vous calculez les différences pour toutes. Donc, c'est-à-dire que vous faites 15 moins 25, 2 moins 2, 1 moins 0, 45 moins 50, etc. sur tout le tableau. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éliminer les différences nulles. Ça ne va pas être significatif. Du coup, on enlève les différences nulles. Donc là, on se retrouve avec plus 8 données, mais 7 données. Ensuite, on classe les différences, donc le tableau-là, par valeur, en valeur absolue croissante. C'est-à-dire qu'on ne prend pas compte du signe, on ne prend pas compte de si c'est un moins ou un plus, on le classe du plus petit au plus grand. C'est-à-dire que comme vous pouvez voir, le moins 10, ok, c'est un négatif, mais c'est l'avant-dernier en différence croissante. Et ensuite, on oublie la différence. C'est-à-dire qu'on oublie si c'est un 2, on oublie si c'est un moins 10, on met un rang.
C'est-à-dire que le premier de la case sera le 1, le deuxième sera le 2, le troisième sera le 3. Là, vous voyez, c'est 5, mais ça devient 4 parce que c'est un rang qu'on applique. Ensuite, etc. jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter entre parenthèses le signe de la différence que vous avez classée. C'est-à-dire que le moins 10, il est en 5e position, donc c'est le rang 5, mais comme c'était moins 10, vous n'oubliez pas le petit moins avant. Et ensuite, là, il faut calculer ce qu'on appelle grand M, donc c'est la somme des rangs de signes moins. En fait, vous comprenez du coup pourquoi ça s'appelle le test du signe, c'est parce qu'on parle de signes. Donc là, la somme des rangs de signes moins, ça concerne ces deux valeurs-là, qui étaient le moins 10 et le moins 5, donc qui sont au rang 5 et 6. Et donc, ça vous fait 5 plus 6, 11. On enlève le négatif. Le négatif, on l'a mis entre parenthèses, juste pour se rappeler de base quelle valeur était négative. OK ? Et ensuite, comme pour la valeur de décision, enfin la valeur calculée, on va devoir prendre le plus petit entre M et P, on calcule l'autre. Donc, la somme des rangs de signes positifs. Et là, donc, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 7. Ça fait 17. OK ? Là, on se rend bien compte que le petit, c'est 11. Donc, la valeur calculée, c'est 11. Je fais juste un petit rappel, si jamais vous avez des valeurs qui sont les mêmes. Genre, par exemple, dans le classement des différences en fonction de la valeur absolue, si vous avez 2 fois 2, pour les rangs, vous mettrez 1, 1,5, 1,5. C'est-à-dire que vous faites la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a du coup 2, 1 qui sera deuxième, 1 qui sera troisième, vous faites la moyenne des deux. Super, donc là, on prend la plus petite somme pour pouvoir conclure, donc t calculé égale 11. Et là, comment on trouve la valeur tabulée? La valeur tabulée, on regarde déjà le degré de signification. Dans l'énoncé, vous verrez que je demandais un alpha qui est inférieur à 5%. Et donc, le n, c'est le nombre de participants, donc là, 8, moins ceux pour qui ça n'a rien changé. Du coup, moins celui qui était 2 moins 2, là, qui avait toujours 2 conquêtes. Lui, on l'enlève. Du coup, 8 moins 1, on est dans la ligne du 7. Et donc, ça veut dire que la valeur tabulée, ça va être 2 avec un alpha de 5%. Enfin, inférieur à 5% du coup. Là, ce qu'il y a à faire, du coup, c'est à comparer la valeur calculée, le 11 qu'on a trouvé, à la valeur tabulée. Dans ce cas-là, on voit que la valeur calculée, donc le 11, elle est supérieure à la valeur tabulée, au 2. Et en gros, le H0 et H1, ça, je le réécris bien dans la correction écrite si vous voulez avoir un truc qui est bien propre, c'est que en fait, H0, c'est donc valeur calculée qui est supérieure à la valeur tabulée, et H1, c'est valeur tabulée supérieure à valeur calculée. Et en gros, quand on dit qu'on ne peut pas rejeter H0, ça veut dire qu'on ne peut pas affirmer qu'il y a eu une différence entre avant et après. H1, c'est ce qu'on cherchait à montrer, la différence entre avant la transformation et après la transformation. Comme on ne peut pas rejeter H0, puisque on voit bien que la valeur calculée est supérieure à la valeur tabulée, on affirme que du coup, il n'y a pas de différence. En tout cas, on ne peut pas montrer qu'il y a une différence entre avant et après la transformation. On ne peut pas montrer que le fait qu'il soit tout maigre et bien musclé et tout, ça leur aurait apporté plus de conquêtes. C'est ça que nous montre le test. Si, au contraire, notre valeur calculée était inférieure à la valeur tabulée, ça aurait montré que oui, effectivement, la transformation a eu un effet et qu'ils ont eu plus de conquêtes. J'espère que ça va toujours. Alors, pour l'énoncé, Didi et OC s'ennuient pendant le confinement. Pour s'occuper, elles souhaitent mener une enquête. Le confinement tend-il à rallonger le temps de sieste? Elles décident alors de réaliser un sondage dans leur promo. Elles obtiennent 150 réponses qui sont reportées dans le tableau suivant. Donc, je vous laisse un petit peu regarder le tableau. En gros, on a classé par rapport à un temps de sieste de 20 minutes et on va estimer si les gens dorment moins de 20 minutes ou plus de 20 minutes en temps avant confinement et en temps pendant confinement. Et on obtient les réponses. Voilà. Et on cherche à savoir si le temps de sieste diffère entre la période avant le confinement et la période pendant le confinement. Donc, je vous propose 4 tests. Le premier, c'est soit le Q2 de personne, soit le Q2 de McNemar, soit le test de Fisher, soit un test de l'écart réduit sur la différence. Oui, c'est bien. Bah, vous avez bien répondu, là, vous êtes sur la bonne réponse majoritairement. Alors, du coup, on va voir quand même pourquoi un petit peu. Oh, un petit sablier. Alors, donc c'était bien un test de Q2 de McNemar, donc on va voir pourquoi. Donc là, il y avait un petit piège, c'est que normalement, le Q2, on dit que c'est par rapport à une variable qualitative. Donc là, ici, c'était, si on prend en soi, c'est des minutes, donc ça reste quantitatif, mais vu que là, on le met en classe, c'est-à-dire qu'on regarde le temps de sieste si c'est au-dessus ou en dessous de 20 minutes, ça, donc du coup, ça devient une variable qui est semi-quantitative et on peut l'assimiler à une variable qualitative.
Donc ici, on est bien dans la bonne situation. On a des séries qui sont appariées parce qu'on est sur le même échantillon, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On garde les 150 mêmes personnes pour les deux questions, pour savoir leur temps de sieste avant le confinement et pendant le confinement. Et là, j'ai mis A plus B divisé par 2 est supérieur ou égal à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si jamais je vous avais mis la question, est-ce qu'on utilise le Qui2 de McNemar corrigé de Yates? C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder les paires discordantes. Qu'est-ce que c'est des paires discordantes? C'est lorsqu'on va voir dans le tableau s'il y a des personnes en fait où entre les deux temps, leur réponse diffère. C'est-à-dire que par exemple, avant le temps de sieste, avant le confinement, ils dormaient moins de 20 minutes et pendant le confinement, maintenant, ils dorment plus de 20 minutes. Voilà. Et l'inverse, il y en a avant le confinement qui dormaient plus de 20 minutes et maintenant pendant le confinement qui dorment moins de 20 minutes. Voilà. C'est des réponses qui ne concordent pas entre les deux temps. Et donc du coup, ici, elles étaient de 47 et de 20 pour le A et le B quand vous regarderez dans le tableau. Et donc du coup, 47 plus 20 divisé par 2, c'est bien supérieur ou égal à 5. Donc on ne touche pas, ce n'est pas un Qui2 corrigé de Yates. Mais donc on reste bien sur un Qui2 de McNemar. Donc je vous ai mis un petit peu le chemin pour l'arbre de décision qu'il faut regarder. Donc on a bien un groupe de sujets, donc les 150 personnes. On fait 2 mesures par sujet. Avant le confinement, pendant le confinement, on leur demande leur temps de sieste. On a bien dit que A plus B divisé par 2, donc A et B, paire discordante, c'est supérieur ou égal à 5. Et donc du coup, on tombe sur un Qui2 de McNemar sur les paires discordantes. À propos des hypothèses, donc ici, on cherchait à savoir si le temps de sieste il diffère entre les deux périodes. Donc H0, on rappelle, c'est ce qu'on va chercher à réfuter. Donc du coup, ça va être l'inverse de H1. Donc H0, on veut que le temps de sieste ne diffère pas entre les deux périodes. Et H1, du coup, c'est ce qu'on cherche à prouver, le temps de sieste qui diffère entre les deux périodes. Ensuite, pour la valeur calculée, donc là, c'est une formule à appliquer. Si vous avez bien repéré vos paires discordantes, c'est tout bon. Donc là, je vous les ai remis. A est égal à 47, B est égal à 20. Donc, on applique la petite formule. C'est donc du coup A moins B, le tout au carré sur A plus B. Et ça nous donne environ 10,9. Donc ça, c'est pour la valeur calculée. Ensuite, on va regarder dans le tableau. Donc on regarde donc dans la bonne table. Là, je vous donnais un alpha qui est égal à 5%. Le degré de liberté est égal à 1. Et donc du coup, on regarde, donc on lit dans notre petit tableau et on tombe sur 3,841. Ensuite, on voit du coup que la valeur calculée, qui je rappelle est de 10,9, c'est plus grand que la valeur seuil, qui est de 3,841. Comme on est dans ce cas-là et que ce n'est pas l'inverse, la valeur calculée qui est plus petite que la valeur seuil, on peut rejeter H0 et admettre H1. Toujours admettre du coup, donc Juliette elle l'avait expliqué tout à l'heure, on ne peut pas vraiment accepter parce qu'il y a toujours un degré, le alpha est de 5%, il n'est pas de 0. Et donc du coup au niveau de la conclusion, vu qu'on admet H1, il existe bien une différence de temps de sieste significative entre les deux périodes. Donc du coup il y a des temps de sieste qui diffèrent entre avant le confinement et après le confinement. Donc du coup on va passer au 5e test, le meilleur pour la fin. On va parler de loup-garou. Alors, on dit qu'une grande étude nationale a montré que le confinement a provoqué une forte augmentation de cas d'addiction au loup-garou. C'est pourquoi un laboratoire a décidé de concevoir un nouveau médicament destiné à lutter contre cette addiction. Donc, on mène un essai sur 8 sujets et on note le nombre de parties de loup-garou par semaine avant et après avoir pris ce nouveau médicament. Et les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous, que je vous laisserai regarder. On précise que les valeurs suivent une loi normale. Et ici, on cherche à savoir si la prise de ce médicament permet de diminuer significativement le nombre de parties de loup-garou. Et du coup, je vous laisse le choix entre 4 tests, qui sont le test Z de l'écart réduit, le test T de Suden sur la différence, corrélation linéaire et Qui2 de McNemar. Ils sont trop forts. Ouais, trop fort. C'est bien un test de T sur Suden sur la différence. C'est un T de Suden un peu particulier, je vais vous montrer. Donc, du coup, les conditions, c'est qu'on a une variable quantitative. Donc, ici, c'est le nombre de parties. On a les conditions de validité, c'est-à-dire qu'on vous disait que les valeurs suivent une loi normale. On a des séries appariées aussi, parce que là, on prenait toujours le même échantillon de personnes, de 8 sujets. On regardait le nombre de parties avant et après. Du coup, c'est bien apparié. Et on avait un petit échantillon, vu que n était égal à 8, donc c'était bien inférieur à 30. Donc, tout ça vous permet de dire que c'est un test sur la différence. Donc là, je vous ai remis du coup le tableau qui est disponible sur Moodle. Donc, je vous ai remis le cheminement en cadran en rouge. Vous voyez les conditions vérifiées, série appariée, n inférieur à 30, et vous tombez bien sur ce test-là. Du coup, on va poser les hypothèses.
Donc, en général, ce que je faisais, je commençais par poser H1 parce que c'est celui qui est donné dans l'énoncé. Donc, c'est le plus simple à trouver. C'est l'hypothèse qu'on cherche à prouver. Donc, ici, c'est que le médicament permet de diminuer significativement le nombre de personnes. Donc, ça se note H1 mu inférieur à 0. Et donc, du coup, H0, bah, c'est tout ce qui ne rentre pas dans H1. Donc, ici, ça ne permet pas de diminuer significativement le nombre de parties. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne change pas ou ça l'augmente. Donc, mu supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on cherche à réfuter ici. Et donc, du coup, on peut bien dire qu'on est dans un test unilatéral, vu qu'on a bien une infériorité à prouver. C'est-à-dire que c'est différent d'un test bilatéral. Bilatéral, ce serait vraiment si c'était juste différent. Alors que là, si on a inférieur ou si on avait supérieur, c'est bien unilatéral. Ensuite, on cherche la valeur seuil. Donc, pour ça, on se place bien dans la table, donc la table T de student. Là, on avait un risque alpha qui était de 0,05 en test unilatéral. Faites bien attention, il y a bien la ligne TU, test unilatéral, et TB, test bilatéral. Si vous regardez pas au bon endroit, ça va tout fausser, donc ça serait dommage. Et on cherche le nombre de degrés de liberté. Donc, pour ça, on fait n-1. Donc, n, c'était 8. 8 moins 1, 7. Et donc, du coup, quand on regarde, on tombe sur 1,895. Pour trouver la valeur calculée, donc dans ce genre de test, ce qu'il faut faire, c'est un tableau, comme je vous l'ai fait ici, c'est le tableau de la différence à zéro, on appelle ça. Donc, en fait, vous reprenez les 2 premières lignes, c'est ce qu'il y avait dans l'énoncé. Et sauf qu'après, les 2 dernières lignes, soit ils vous les donnent, soit ils ne vous les donnent pas, donc ça sera à vous de les faire. C'est les DI et DI carré, donc c'est la différence. Donc, pour ça, on fait le nombre de parties après moins avant. Enfin, vous passiez avant ou après moins avant, ça revient au même. Et là, j'ai fait dans un des deux sens, mais peu importe. Ça ne changera rien au final. Donc, du coup, vous faites 19 moins 25, 17 moins 18, etc. Vous mettez bien le total, donc moins 37. Et ensuite, vous mettez chaque terme au carré, donc 36, 1, etc. Et vous faites pareil, vous faites la somme, ça fera 237, que ça, vous en aurez besoin après dans les calculs. Donc, du coup, ici, on a le n qui est égal à 8, la somme des différences DI moins 37 et la somme des DI carré est 237. Ensuite, en fait, ce qu'on va chercher à la fin, c'est le T qu'on voit en bas. Du coup, il vous manque aussi de trouver le M là. Donc, M, on le calcule en faisant la somme des DI sur N. Donc, moins 37 sur 8, ce qui fait moins 4,625. Ensuite, vous avez besoin du S, donc, l'écart type. Et pour le trouver, on passe par la formule de la variance qui est S carré. Donc, on prendra bien la racine après, pardon. Et du coup, là, on fait S carré. Donc, dans la formule, faites bien attention. On voit qu'il y a la somme des DI carrés et la somme des DI, le tout au carré. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans les calculs, il y a le 237 moins, au-dessus, on fait moins 37 au carré. C'est bien différent, faites bien attention. Et sinon, vous avez toutes les valeurs. Donc, vous trouvez pour le S carré 9,411. Donc, vous prenez le M qu'on a trouvé. S, donc vous faites bien la racine de S carré et racine de N. Et quand vous remplacez tout, vous tombez sur moins 4,264. Si vous aviez fait 25 moins 19, par exemple, au lieu de 19 moins 25, donc avant moins après, vous seriez tombé sur 4,264. Donc, c'est juste ça, mais ça ne change rien pour la suite, vous allez voir. Parce que du coup, après, en fait, on compare toujours la valeur absolue de la valeur calculée à la valeur seuil. Donc, du coup, c'est beaucoup de valeurs dans la même phrase, mais on prend toujours la valeur absolue. Donc, du coup, c'est pour ça que ça ne change rien après que vous passiez, peu importe l'ordre du signe que vous aviez. Donc, ici, c'est 4,624 est bien supérieur à 1,895. Du coup, donc, T est supérieur à la valeur seuil. Ce qui veut dire que, comme dans les autres tests, on rejette H0. Et toujours pareil, on admet H1. Donc, du coup, si on traduit ça par rapport à l'énoncé, ça veut dire que le médicament permet de réduire significativement le nombre de parties de loup-garou. Et après, il reste juste à trouver le degré de signification du test. Ça, c'est la question, le petit p qu'on vous demande des fois à la fin. Donc, pour ça, on reprend la valeur calculée, donc bien la valeur absolue de la valeur calculée. Donc, ici, c'était 4,624. On regarde parce que ça se situe dans la ligne de 7 degrés de liberté, donc comme on était avant. Donc là, on voit que c'est entre le 4,499 et 5,408, ce que je vous ai encadré là, parce que ça correspond comme alpha en cotation unilatérale. Et donc, c'est entre le 0,005 et 0,0005. Du coup, c'est ça votre degré de signification.